vous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans cette vidéo où je vous parle de mes films favoris de 2021, et bien cette fois-ci je vous retrouve pour vous parler de mes flops cinématographiques de 2021. En vrai, ce n'est pas un top 5 mais plutôt un top 6. Je dirais même, pour aller plus loin, un top 5,5 parce que parmi ces films, il y en a un que je n'ai vu qu'à moitié, donc ouais, on va dire que c'est un top 5,5. Mais avant de vous présenter ces films, eh bien, oui, générique. Alors je ne vais pas vous les présenter par ordre de... pas de préférence, parce que c'est pas de préférence, par ordre de déception, parce qu'en vrai ils m'ont tous déçu, sauf un. Ouais, il y en a quand même un qui est une déception plus que les autres, plus forte que les autres, plus intense que les autres, parce que clairement, vu ce que je voyais sur internet, clairement ça me vendait du rêve et finalement ça a été une énorme de chez énorme déception. Du coup, je vais terminer par ce film. Voilà, sinon tous les autres sont au même niveau. Plus ou moins. Je vais commencer avec le seul film français de cette liste. Il s'agit de 8 rues de l'humanité, disponible sur Netflix, réalisé par Danny Boone. C'est vraiment une sorte de huis clos, on va d'appartement en appartement, on va aussi dans la cour de cet immeuble, enfin c'est en carré en fait. Et donc on va d'appartement en appartement, on suit justement le confinement de chacun des personnages, puisque bien sûr ce film se passe pendant le premier confinement 2020. On voit en fait que finalement chacun vit l'isolement à sa façon, un peu comme dans la vraie vie, enfin c'est pas un peu, c'est comme dans la vraie vie, puisque chacun a vécu le confinement, l'isolement aussi de façon différente. Et donc c'est ce qu'on voit, justement aussi comment chacun se protège vis-à-vis du Covid. C'est un film qui est long. Sincèrement qui est long, parce qu'au bout d'une heure à peine, je me suis dit mais attends, il reste encore combien de temps? J'ai l'impression que ça fait une éternité que ce film dure. Et finalement ouais, il dure un peu plus d'1h50, 1h40, quelque chose comme ça, et c'est vraiment long. C'est pas spécialement rythmé, c'est pas drôle, ouais c'est pas drôle. Il y a un manque de rythme, il n'y a pas non plus de scènes hyper importantes, hyper marquantes. Et c'est vrai qu'on va de personnage en personnage et c'est pas ouf en fait, c'est pas ouf du tout. Et finalement c'est vrai qu'avec du recul j'essaye de repenser à ce film, aux scènes de ce film. Je me souviens de rien, parce que sincèrement c'est un film qui est plutôt plat dans son ensemble et qui n'est pas marquant tout simplement. Il est disponible sur Netflix, sincèrement passez votre chemin parce qu'il est pas ouf quoi, vraiment pas ouf du tout. Venom, Let There Be Carnage. Ouais, ça a été vraiment une grosse déception. Est-ce que je vous ai fait une chronique de Venom, du premier Venom? Je pense que oui, si c'est le cas je vous mettrai mon avis dans le petit, mais en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Vraiment j'avais bien aimé le scénario, qui est quand même plutôt lent au départ, parce que voilà, on essaye vraiment, enfin le film essaye vraiment de poser les bases de Eddie Brock, comment il s'est associé à Venom, tout ça, et c'est vrai que j'avais vraiment ouais, passé un super bon moment. Et surtout, la scène post-générique nous annonçait la suite, comme quoi il y allait avoir Carnage. Et vous le savez, ou peut-être pas, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je ne vous en ai pas parlé, j'adore Carnage dans les comics. C'est vrai que j'ai beaucoup plus lu de comics sur Carnage que sur Venom, et c'est vrai que j'attendais son apparition avec vraiment beaucoup d'impatience. Sauf que le soufflet est un petit peu retombé quand j'ai vu, avant la sortie de ce film, qu'il n'allait durer que 1h30, 1h37 il me semble. Ouais, et sincèrement 1h30 pour un film Marvel, c'est clairement pas ouf du tout. On sait très bien que d'avance ça allait être bâclé, et finalement ça n'a pas loupé. Quand j'ai regardé ce film, et Flavien est exactement d'accord avec moi, c'est clairement un film qui est beaucoup trop court, où l'histoire de Carnage est trop survolée, et ça c'est vraiment dommage, parce que Cletus Kasady, à mon sens, il y aurait eu moyen de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, parce que de base, que ce soit Venom ou Carnage, ce sont des personnages complexes dans les comics, et là pour le coup la complexité des personnages, elle est pas spécialement là en fait. L'humour à la Marvel est encore pas mal présent. C'est vrai que Venom, du coup je trouve que ça lui enlève de la complexité qu'il y avait quand même dans le premier film. Après c'est vrai que je trouve que quand même dans les comics c'est un personnage qui est encore plus complexe, et qui à mon sens n'est pas retranscrit à 100% dans le premier, et encore moins dans le deuxième. Ouais, c'est que l'humour est trop présent dans ce film, et c'est dommage, c'est vraiment dommage.
Visuellement, Venom est toujours aussi bien fait, mais par contre Carnage, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché avec le physique de Carnage. Je l'ai trouvé moins impressionnant que dans les comics. Alors d'après ce que j'ai compris, Tom Hardy, qui joue donc Eddie Brock, ne va pas reprendre le costume de Eddie Brock dans un prochain Venom. Mais bon, vu la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, forcément Venom va revenir, mais je ne pense pas sous les traits de Eddie Brock. Voilà, et puis bon, Carnage, voilà, vu ce qui se passe dans le film, bon bref, on ne pense même pas. Donc ouais, pour revenir à ce film, c'est une grosse déception. Alors cette fois-ci, on va partir de chez Marvel pour aller chez DC Comics et je vais vous parler de The Suicide Squad. Oui, le fameux reboot par James Gunn. Si vous avez vraiment envie de connaître mon avis détaillé sur The Suicide Squad, je vous invite à voir cette vidéo là où je vous donne vraiment mon avis en profondeur. Je suis une très grande fan de Suicide Squad sorti en 2016. Je fais partie, oui, de ces rares personnes qui ont kiffé ce film et c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'attentes vis-à-vis de ce reboot. Alors ce reboot, sachez que vous pouvez tout aussi bien le prendre comme une suite de Suicide Squad avec une nouvelle équipe, une équipe qui a été remaniée, ou alors faire abstraction du premier. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi en tout cas, je n'ai pas réussi à faire abstraction du premier, j'ai pas réussi à accrocher avec ce film dans son ensemble parce que déjà j'ai trouvé l'humour trop présent, un humour trop potache, assez vulgaire, majoritairement qui se passe en dessous de la ceinture. Voilà, c'est clairement pas le genre d'humour que j'aime, tout simplement. C'est vrai que première blague, ok, ça peut passer, mais au bout d'un moment ça devient très lourd et c'est vrai que ce film, je l'ai trouvé pas mal lourd. Je l'ai trouvé aussi pas mal long. J'ai pas eu autant d'émotions comme j'avais eu pour le premier. Par contre, les points vraiment positifs de ce film, ce sont toutes les scènes de Harley Quinn, parce que Harley Quinn jouée par Margot Robbie, c'est toujours une Harley Quinn juste excellente et j'espère qu'elle sera toujours jouée par Margot Robbie parce que Margot Robbie est Harley Quinn. Voilà, ce rôle lui va tellement comme un gant et donc c'est vrai que toutes les scènes où on voit Harley Quinn, c'est clairement mes scènes préférées parce qu'elles sont vraiment incroyables. Mais sinon, dans sa globalité, c'est un film que j'ai trouvé, moins bon que le précédent. Les effets spéciaux sont très bien faits, King Shark est vraiment très bien fait, mais c'est vrai que ouais, j'ai été déçue. Voilà. Après bien sûr ce n'est que mon avis, je sais que beaucoup ont préféré ce film par rapport à celui de 2016, mais encore une fois, voilà, chacun ses goûts. Je vais maintenant vous parler de ce film qui compte pour 0,5 puisque nous n'avons vu que la moitié. Il s'agit de Cow Walking, disponible sur Amazon Prime. Alors ce film là, déjà de base il a un bon casting puisqu'il y a quand même Tom Holland et aussi Daisy Ridley que vous pouvez retrouver dans la saga Star Wars notamment. Et c'est vrai que de base je me suis dit, oh, sincèrement le casting est plutôt bon, l'histoire fantastique comme ça, franchement ça m'a l'air top. Et finalement ça a été une grosse déception puisqu'au bout d'une heure, sincèrement on ne pouvait plus continuer, on a stoppé le film parce que sincèrement il est lent, il n'est pas rythmé et le bruit. Ce bruit en fait c'est une sorte de télépathie on va dire, puisque chaque personnage peut entendre les pensées de l'autre. Sauf que le problème c'est que comme le bruit, c'est quand même le sujet principal, comme il est très présent par moment, eh bien c'est vraiment du fouillis en fait, vraiment du fouillis parce que par exemple le personnage A va parler au personnage B et en même temps le personnage B et le personnage A, eh bien ils vont avoir des pensées, donc les pensées vont se mélanger au dialogue et finalement parfois ça paraît, ça fait très fouillis. Donc c'est vrai qu'au bout d'une heure on a totalement abandonné et c'est bien dommage et je sais que la critique n'est pas très bonne vis-à-vis de ce film, donc c'est dommage parce que franchement de base sur le papier il paraissait vraiment hyper intéressant, hyper intriguant, mais finalement c'est pas un film qui est ouf, en tout cas pour la moitié que nous avons vu. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film dans son intégralité, n'hésitez pas à me dire si l'autre moitié du film est mieux que la précédente. Voilà, on sait jamais. En tout cas sachez que d'après ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir un Cow Walking 2, que du coup bien sûr on ne regardera pas vu qu'on n'a pas fini le 1, logique. After 3, After We Fell, je crois que c'est ça le titre en vrai, qui est disponible donc sur Amazon Prime. C'est un film où j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors de base, pour remettre un petit peu mon histoire, voilà, pour vous expliquer un petit peu mon histoire vis-à-vis de After, de la saga After écrite par Anna Todd, eh bien j'ai lu le premier tome il y a de cela bien des années, vraiment bien des années. J'avais eu un gros coup de cœur. Franchement avec du recul, je suis sûre et certaine que si je le relisais maintenant, ce serait plutôt un livre que je mettrais dans mes flops vu ce qui se passe et vu la toxicité de la relation. C'est clair que ce serait un livre que
que je n'aimerais pas du tout. Voilà, bref. En tout cas, au moment où je l'ai lu, je l'avais vraiment adoré. J'avais enchaîné avec le tome 2 que j'avais complètement détesté parce qu'il est long, il fait plus de 500 pages et c'est redondant, enfin bref, voilà. Et j'ai abandonné à la suite du tome 2. Donc forcément, quand les films sont sortis, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, je vous ai fait une chronique sur le 1 et je le répète hein, parce que je vous l'avais déjà dit, la chronique n'est pas terminée parce que j'ai dû couper la fin de la vidéo parce que j'ai eu tellement une vague de commentaires hyper négatifs parce que les gens ont mal compris le sens de mes propos, ce qui fait que du coup j'ai supprimé la fin de la vidéo pour ne pas avoir plus de problèmes parce que du coup j'ai eu en fait ma communauté à moi était très bienveillante, par contre j'ai eu des gens qui sont sortis de je ne sais où puisque ma vidéo a fait plus de 30 000 vues et du coup qui se sont mis à m'assassiner juste pour une phrase, mais bon bref voilà quoi. Donc du coup ma chronique est là mais elle n'est pas dans son intégralité, sachez-le. Et du coup j'ai vu le tome 2, j'ai vu le film 2 l'année dernière il me semble et sincèrement ça a été un flop total parce qu'encore une fois voilà c'était très long. Et donc qu'en est-il du film 3, sachant que je n'ai pas lu le tome 3, donc c'est pour ça aussi que je voulais connaître la suite bien que je n'ai pas spécialement accroché avec le 2. Du coup, eh bien sachez que c'est toujours la même chose. Ouais, ce film est tellement long, je sais plus combien de temps il fait mais il est vraiment long, il est pas rythmé, il y a quand même pas mal d'incohérences. Il y a toujours de la toxicité dans cette relation, plus, aussi bien donc entre Tessa et Hardin et Tessa et un autre personnage que je ne vais pas vous citer, ouais c'est aussi toxique. Tessa clairement elle m'agace, je la trouve fade en fait et son comportement m'agace parce que sincèrement vu ce que fait Hardin, non mais je suis désolée mais Hardin a le droit de parler et de regarder une fille, par contre Tessa n'a pas le droit. Et ça c'est typiquement le genre de choses que je n'aime pas en fait. Hardin sincèrement il est égal à lui-même, alors je me souviens en fait que pour le tome 1 et pour le tome 2 il y avait énormément de choses horrible que Hardin faisait, vraiment des comportements inacceptables qu'on n'a pas retrouvé dans les 2 premiers films parce que voilà, il fallait que ce soit quand même un peu plus soft de façon à ce que plus de publics, différents publics regardent ces films. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour la différence entre le tome 3 et le film 3, mais en tout cas c'est vrai que Hardin est toujours autant agaçant, relou, cliché, bourré de clichés puissance 23 000, n'est-ce pas? Et c'est vrai que du coup vous allez me dire mais pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu continues? Parce qu'en fait je veux voir aussi la fin et pour voir la fin forcément il faut regarder ce qu'il y a au milieu et du coup ouais j'étais intriguée puisque je n'avais pas lu le tome 3 donc c'est pour ça aussi que je l'ai regardé et puis je sais pas, j'aimerais savoir si à la fin il y a ce fameux happy end avec Tessa qui est heureuse, avec un Hardin qui a enfin atteint sa rédemption. Et puis voilà, avec tout plein d'enfants, ouais, je veux savoir s'il y a un happy end, donc c'est pour ça que je regarde, que je m'inflige ça entre guillemets. Après c'est pas un film non plus qui est atroce à regarder, mais c'est vrai que c'est quand même un film qui est long, qui est pas spécialement rythmé et c'est toujours très redondant. Et parlons aussi du montage. Non mais le montage, il y a clairement une absence de transition entre chaque scène, donc c'est vrai que ça donne moins de rythme au film et j'ai vraiment en fait eu l'impression que le monteur s'est tellement fait suer à monter ce film ennuyeux qui s'est dit en fait autant aller jusqu'au bout, hein, on va vraiment rendre ce film ennuyeux de A à Z. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Je vais bien sûr regarder le 4 et ensuite le 5, à moins qu'il y ait un 6e film, ouais, puisque bien souvent, quand il y a des sagas littéraires qui font par exemple comme Twilight 4 livres, et bien le dernier livre est coupé en 2 pour faire 5 films en tout, ou alors pareil pour Hunger Games, qui fait que c'est une trilogie, mais le 3e tome a été divisé en 2 pour faire 2 films, donc peut-être que le 5e tome de After va être divisé en 2 pour faire 2 films, et donc en tout il y aura 6 films, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, oui, je vais continuer parce que je veux avoir cette fin, connaître le fin mot de cette histoire, mais en vrai c'est pas hyper passionnant, voilà, c'est... Et le dernier, sincèrement quand je l'ai vu et que je me suis dit non mais c'est ça en fait, comment c'est possible? Je comprends pas en fait. J'ai parlé de ma déception sur Instagram et fort heureusement j'ai vu que je n'étais pas la seule, donc ça m'a un peu rassurée. Flavien est du même avis encore une fois, sauf que lui sincèrement il l'a regardé du début jusqu'à la fin, moi je l'ai regardé aussi mais avec que d'un seul œil puisque je faisais autre chose en même temps parce que franchement je n'ai pas du tout réussi à accrocher, mais à aucun moment vraiment. Il s'agit donc de Dune. Ce film me vendait du rêve puisque à chaque fois je le voyais dans les classements presque de tout le monde comme étant l'un des films les plus excellents de l'année 2021, donc forcément ça me vendait du rêve, donc je me suis dit forcément il doit être génial. Et ben non.
Et bah non, c'est un film qui est long, il dure presque 3 heures et sincèrement c'est un... Je vais pas dire que ça a été un supplice, mais c'est pour ça que j'ai fini par faire autre chose en même temps parce que... Trop long. Laura, je te rejoins quand tu me disais sur Instagram que voilà, les personnages étaient fades, sans relief, mais je te rejoins. Désolée Timothée Chalamet, mais sincèrement, ton personnage, zéro émotion, mais vraiment zéro émotion. Ok, les images, les effets spéciaux sont spectaculaires. On est d'accord, ça c'est indéniable. Mais le scénario, les gars, sincèrement, j'ai l'impression qu'en fait ils ont mis tout le budget dans les effets spéciaux et les images. Par contre, ils avaient plus du tout les moyens pour prendre un bon scénariste. Ils ont pris le scénariste du fin fond de Hollywood et... Mais non mais les gars, sérieux? Je sais que c'est tiré d'un livre, donc après je peux pas vous dire si c'est un film qui est vraiment bien adapté du livre. Je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, zéro rythme. C'est d'une lenteur comme pas possible. Et parlons-en aussi de la musique. La musique est quand même assez présente, mais sincèrement pas du tout mémorable. Et vous savez qui a réalisé les musiques? Eh bien c'est Hans Zimmer. Oui, celui qui a fait les musiques de Pirates des Caraïbes avec cette fameuse musique qui est hyper connue. J'aimerais trop vous la mettre, mais je peux pas, sinon je vais avoir un strike. Mais ouais, il a fait Pirates des Caraïbes, il a fait Mission Impossible, il a fait Iron Man, The Holiday, certains Batman comme Batman Begins ou encore The Dark Knight. Il a fait également Da Vinci Code, Ange et Démon aussi. Il a fait Transformers, enfin bref, il a fait tout plein de musique. Et là du coup, sincèrement, je ne me souviens d'aucune musique, alors que pourtant quand on entend les musiques de Hans Zimmer, souvent, à chaque fois on a encore la mélodie en tête, alors que là, sincèrement, néant, mais vraiment néant. Au-delà de la musique qui n'est pas mémorable, également les scènes. Sincèrement, quand je repense à ce film, je ne me souviens d'aucune scène mémorable. Et c'est vrai que il y a aussi autre chose que j'ai trouvé vraiment très étrange, c'est qu'à aucun moment j'ai ressenti de l'émotion. Ouais, à aucun moment. Et c'est vrai que moi l'émotion c'est hyper important dans les films, dans les séries, même dans les livres. Quand je ressens quelque chose, c'est juste incroyable, que ce soit de la joie, de la peur, du frisson, que ce soit de la tristesse. Voilà, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Sauf que là, franchement, encore une fois, néant. À aucun moment j'ai ressenti de l'émotion, que ce soit pour une scène ou encore de la part de personnages. Sincèrement, non, parce que les personnages sont tellement fades que je n'ai rien ressenti. Et c'est trop dommage, parce que l'histoire de base, alors je pense que le livre Dune doit être très bien, après voilà, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai jamais, mais en tout cas, ouais, le speech de base et puis les effets spéciaux sont quand même spectaculaires, la photographie est quand même assez incroyable, mais le reste, non en fait, non. Non. Voilà pour ce top 5,5 de mes flop films de 2021. Voilà, alors encore une fois, hein, je tiens vraiment à le préciser, parce que voilà, ce n'est que mon avis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré certains de ces films et franchement je suis hyper contente pour vous parce que ça veut dire que voilà, c'est cool qu'il vous ait plu, et alors que moi je suis passée à côté de ça, donc c'est vrai que c'est dommage pour moi, mais franchement je suis contente pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des films que je vous ai présentés dans cette vidéo, bien sûr sans spoiler et toujours avec beaucoup de bienveillance. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Promis, je crache plus mon venin. Bye.